Bonjour, bienvenue dans l'entretien avec votre émission hebdomadaire sur Infocom. Aujourd'hui, nous parlons de l'événementiel. Et dans l'événementiel, on va parler du concept. Comme vous le savez, quand on commence un événement, il faut que l'événement se dénomme, il faut qu'il porte un nom. Alors, ce nom n'est pas choisi au hasard. Il est le fruit d'une intelligence, il est le fruit d'une réflexion, il est le fruit d'une stratégie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je reçois une personne qui est dans les secteurs, qui a créé un événement, qui s'est plutôt démarqué ici dans la ville de Kinshasa et qui va nous entretenir autour de la thématique, le concept en événementiel, comment il se crée. Ou bien je peux le reformuler, le concept qui accroche, parce que ce n'est pas tout concept qui accroche. Je reçois aujourd'hui Mira Dinoyer, qui est fondatrice de Yafrika Festival et également professionnelle en communication. Mira, bonjour. Bonjour, John. Bienvenue. Merci beaucoup. On parle avec toi de l'événementiel, c'est un domaine qui te touche particulièrement. Tu y es jusqu'à ce jour, tu as créé Yafrika. Certainement qu'on va revenir sur ton processus de création de Yafrika, mais on va d'abord aller sur le plan théorique avant d'entrer dans la pratique. Déjà, d'entrée de jeu, on parle de des événements qui se dénomment par-ci, qui se dénomment par-là. Mais pourquoi c'est important de choisir un concept pour son événement? Alors, je dirais de manière basique, vu qu'on est vraiment dans la théorie, un concept, c'est comme un enfant. Quand tu viens de mettre au monde un enfant, il faut bien lui donner un nom pour qu'il se distingue, pour qu'il s'identifie aussi, mais aussi pour qu'il soit unique. Donc, un concept, c'est vraiment dans le même stratagème. Tu as un événement, s'il n'a pas de nom, les gens ne viendront pas. Et même, je ne sais pas si c'est la question, mais vraiment même dans le choix du concept, il est judicieux de tenir compte de son public cible, de sa propre vision et de l'image et même de l'information qu'on veut transmettre en fait à travers son concept. Déjà quand on parle de concept, le concept c'est uniquement le nom de l'événement ou bien c'est le message qui se véhicule derrière un événement? Alors c'est juste un petit bout de nom, mais qui derrière a tout un grand message. Ça peut porter une tribu, ça peut porter, je ne sais pas moi, une histoire, ça peut porter un combat, une campagne, un lien de sensibilisation. Donc un concept, ça peut juste un petit bout de nom, par exemple le Kaba, mais vraiment, quand on dit par exemple Kaba, ok, ouais, c'est un nom en Lingala, mais le Lingala, où est-ce qu'il est parlé? Il est parlé en RDC. C'est quoi l'histoire de la RDC? Vous voyez que juste par un nom, on remonte un peu aux origines. Ouais. Donc déjà, comme tu l'as dit un peu dans tes réponses, l'important de se trouver un concept, c'est pour s'identifier à un public, c'est pour s'identifier à quoi d'autre, à part le public, s'il y a un autre élément. C'est aussi transmettre en fait, c'est vraiment quelle est la charge qu'on veut transmettre, c'est quoi le message qu'on veut transmettre. Moi, généralement, quand je choisis les noms, il y a toujours un background culturel que je vais transmettre à travers. Parce que je veux que les gens soient informés, je veux que les gens apprennent. Oui. Alors, on va vraiment aller de manière directe. On parle du concept qui accroche. Tu as été dans le domaine, tu as certainement aussi participé à d'autres projets. Comment ce processus de création se déroule? Alors, selon ton expérience. Oui, selon mon expérience. Par exemple, aujourd'hui, je pense que moi, ce qui me démarque déjà des autres, c'est les côtés storytelling africain. Parce qu'on peut dire qu'étant experte en storytelling africain, je fais en sorte que tout projet qui est fait en Afrique, par les Africains ou pas, comporte vraiment une connotation culturelle qui est propre à nous. Par exemple, même dans le concept, quand on choisit, moi je demande toujours à mes clients, mais c'est quoi le message ou bien c'est quoi votre histoire? Qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? C'est quoi les produits? Qu'est-ce que les produits apportent comme solution? Ou si c'est un événement, qu'est-ce que vous voudrez que les gens retiennent de cet événement? Et donc on part de là en fait. Et puis si ça a des connotations africaines, ben, on va partir sur ça, même dans la création du logo. On va partir sur ça. Le but, c'est que, même dans l'image, que les gens se disent, ça me renvoie à l'arbre, à pas l'arbre, ou quelque chose du genre. Ouais. Donc, il faut nécessairement avoir une histoire personnelle pour créer un concept. Dans mon processus, oui. Et généralement... Exact. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas créer quelque chose qui vient de nulle part. Il faut forcément que tu sois touché. Par exemple, tu regardes Bangladesh, tu dis « Ah, mais je suis touché par ce qui se passe là-bas. » Mais c'est parce que tu es touché. Ou bien tu dis « Ah non, mais les mamans ma recherche, je voudrais créer un concept pour eux. » Ou bien un événement pour les mettre en avant. Il y a forcément quelque chose qui est lié à nous-mêmes, qui fait qu'on crée. Bon, c'est ça que je recherche souvent. C'est quoi la motivation derrière? C'est quoi l'histoire personnelle avec la chose qu'on veut mettre en avant? Et moi, je pense que tout part de là. On parle de Yafrika? On parle de Yafrika. Comment tu as créé Yafrika? Pour entrer dans ton vécu personnel? Déjà, Yafrika n'était pas censé exister.
Et même Elisa Masolo, qui est devenue une entreprise, n'était pas censée exister. Donc, mon vécu personnel, c'est que ben, là, j'ai mes cheveux au naturel. Mais avant 18 ans, on me défrisait toujours les cheveux. Donc, à 18 ans, quand on m'a défrisé les cheveux, on m'a vraiment brûlé la tête à Kisangani. J'en avais marre. Et je me suis dit, je ne vais plus défriser les cheveux, j'en ai marre, j'arrête. Et donc, quand j'ai fait mon retour vers les cheveux crépus, ben, je découvre en même temps les histoires de l'homme noir, de qui on était, comment est-ce qu'on a inventé des choses incroyables. Et moi, ça m'a étonnée. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, on nous a menti depuis tous ces temps. Et moi, j'ai toujours cru qu'on était inférieur, alors que pas du tout. Donc, à la longue, avec le temps, ben, je me dis, je vais créer une chaîne YouTube. Donc, tout part par la chaîne YouTube. Et je commence la première vidéo le 8 mai en 2020, lorsqu'il y avait Covid et tout. Et le 8 mai 2020, en juin, j'en parle à Arlène Agnérou d'ailleurs, qui est une entrepreneuse et tout. Je lui dis, écoute, j'ai envie de faire quelque chose pour célébrer les 1 année de ma chaîne. Mais en même temps, j'ai envie de voir comment les gens peuvent accueillir un événement purement culturel, ancré sur les traditions, les us et coutumes et tout. Donc, elle me dit, oui, crée un événement. Donc là, je vais pas avoir de DG, parce que toujours faire avec les ressources qu'on a. Je lui dis, écoutez, monsieur le DG, je vais mettre en avant un événement. Je vais le nommer Masolo et Africa, les récits d'Afrique, parce que c'est comme ça qu'Africa s'appelait avant. Et donc, il me donne la salle, j'ai l'espace, je mets en avant, je parle avec des amis, on imprime des choses et tout, et on met en place cet événement où j'ai fait une projection d'ailleurs d'une des vidéos sur ma chaîne YouTube de DJ Dendon et tout, donc ça naît par là. Mais après, en 2022, donc là on est en juin 2021, 2022, je me dis, et si je faisais la deuxième édition? Mais je ne vais pas faire la deuxième édition sans être légal en fait. Parce que je me disais, les entreprises que je vais aller voir, ils vont me dire, madame, est-ce que vous avez un RCCM? Est-ce que vous êtes une ONG ou une entreprise? Donc je me suis dit, bon, comme moi je veux œuvrer dans les industries créatives et culturelles et je veux être comme Disney et Netflix de demain, ben, je vais être une entreprise. C'est comme ça que je légalise et je me dis, je dois renommer Africa. Parce que même le logo qu'on avait utilisé à l'époque, c'était des logos un peu libres de droit. Hein. C'était des typographies libres de droit qu'on avait trouvées sur Internet. Et ce qui m'avait énervé, c'est que j'ai retrouvé une autre personne qui les avait utilisées. Et donc, les gens confondaient les deux événements. Les gens me demandaient, mais Mira, t'as changé les concepts ou quoi? Mais parce qu'on a vu, on a retrouvé les mêmes typos. Donc, c'est comme ça qu'avec mon graphiste, d'ailleurs, Jared, il m'a dit non, mais on change carrément de logo et tout. Et je me suis rendu compte que beaucoup de produits de Elisa Masolo avaient toujours Masolo quelque chose et c'était too much. On avait déjà les clubs Masolo, on avait déjà Elisa Masolo, puis Masolo et Africa, trouvé ça long. Ça en faisait de trop. Oui, et donc je renomme ça Yafrica. Pour simplement dire pour les Africains, par les Africains. Voilà quoi, Yabiso, pour Naye, tu vois, les Y là, vraiment l'appartenance en fait. Pour dire que c'est fait par les Africains et pour les Africains. Mais c'est comme ça que c'est né. Étant fondatrice, tu trouves que ce concept a été accepté par le public, consommé par le public? Oui, en plus il s'est lu en anglais, il s'est lu en français très facilement. Et les autres peuples aussi se sont retrouvés en fait. Yeah. Et ça n'a pas été trop difficile, contrairement à Elisa Masolo, où les gens pensent que je m'appelle Elisa. Donc c'est comme si on dit Mira Masolo et les gens pensent que c'est ça. Alors ça veut tout simplement dire raconte les histoires. Donc là, je suis toujours obligée. Et moi, ça me fait plaisir hein, de dire oui, et les avait dit raconte en Swahili parce que je parle de mes origines en même temps. Mais pour Yafrica, très facilement conçu et tout. Et comme j'avais cette vision internationale, ça fait que même aujourd'hui, il y a des Burkinabés, tout ça, des gens qui m'écrivent, mais madame, c'est quand nous on veut. Vous savez, quand on crée quelque chose, des fois, pour ne pas être trop orgueilleux non plus, ni narcissique, mais des fois, j'ai l'impression qu'on souffre du syndrome de l'imposteur. C'est disant, ben, c'était pas si grave que ça. Mais non, mais ça atteint beaucoup de gens. Et donc, la com, là, elle était brutale. Elle était brutale. Alors, tu as bien fait de parler de l'anglais dans tes propos tout à l'heure, parce que j'aimerais revenir sur ça. Ici à Kinshasa, nous sommes un espace culturel, en fait, linguistiquement francophone. On a des événements qui sont généralement dénommés en anglais. Je ne vais pas en citer ici de peur que des gens viennent dire que je suis en train de leur tirer à balles réelles. Mais est-ce que le concept qui accroche doit toujours être dénommé dans une langue étrangère, comme c'est le cas ici à Kinshasa, parce que ça rime en fait un peu de trop. Quel est ton avis sur cette question? Bon, je crois qu'on est un pays francophone et si on remarque bien, ça fait un petit bout de temps plutôt que les francophones ont adapté le côté anglais, les petits termes en anglais. Oh non, c'est too much, c'est mytho, c'est feng shui. Bon, feng shui, ça renvoie un peu à l'Asie, mais il y a beaucoup de petits termes comme ça, oh boring. Alors que tu vas demander, c'est quoi boring? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Je pense que c'est pour faire genre.
pour certains, mais pour d'autres, vraiment, c'est pour s'ouvrir au monde anglophone. Ils se disent, si j'ai, par exemple, moi aussi, moi, je n'ai pas donné de nom en anglais à mes produits, mais par exemple, sur mon LinkedIn, j'ai écrit carrément en anglais mon profil. J'ai écrit African Storytelling Expert. Parce que je veux atteindre un certain public, vu qu'on sait que le monde francophone, il est un peu trop renfermé, alors que le monde anglophone, il est ouvert. Des fois, c'est vraiment pas que pour faire genre, mais il y a des gens qui veulent vraiment s'ouvrir à ce monde-là. Moi, pour Africa, comme j'ai dit, j'avais pas besoin que ce soit en anglais ou en français, mais la communication était bilingue. Donc, si il faut revenir sur ce que tu dis, l'une des conditions pour qu'un événement réussisse, il faut également qu'il ait une dénomination anglophone et tout. Verbalement acceptable partout, en dehors de l'anglais. Oui et non, ça dépend. Par exemple, si moi je vise les gens de Mangrojipa, vous ne connaissez pas? Non, je ne connais pas. Mangrojipa, c'est à l'est, c'est pas loin de Butembo. Butembo qui est à 350 km de Goma. C'est des Nandés. Là, tu ne vas pas venir avec lèvons-nous. Non, il faut un concept en Kinandé. Parce qu'ils parlent Kinandé. Vous voyez, mon public cible, c'est Mangrojipa, c'est pas Kasai, c'est pas Mbandaka. Donc, je dois faire en Kinandé. Vous voyez un peu. Donc, tout dépend de l'audience. Tout dépend de l'audience, tout dépend aussi de la portée qu'on veut avoir. Parce qu'il y a certaines personnes, j'ai vu, certains produits, il est dans une certaine langue, mais on essaie de le traduire dans d'autres langues. Par exemple, le même projet, par exemple, qui s'appelle Please, hein, par exemple, et puis ils écrivent en bas Bolimbisi parce qu'ils veulent s'étendre en RDC. Donc, les trucs, ça sera Please, meanings, Bolimbisi, par exemple, ou bien Oussama. Donc, ça c'est... Après, il y a cette possibilité-là, en fait. Mais moi, je crois qu'on n'est pas obligé, mais ça dépend de ce qu'on veut viser aussi. On va aborder deux dernières questions avec toi. La première, vous êtes dans l'événementiel. Il peut vous arriver, face à plusieurs marchés, si bien sûr c'est vous qui devez créer les concepts, de subir un peu le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire quelqu'un n'arrive plus à créer, il n'arrive plus à imaginer. Face à ce syndrome, comment l'événementiel, le professionnel en événementiel doit-il se comporter? C'est pas les clients, mais plutôt moi qui dois... Si c'est toi qui crées? Ouais, franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé parce que je suis quelqu'un... Dernièrement, d'ailleurs, LinkedIn, je prêche trop LinkedIn, à chaque fois qu'on m'interviewe, c'est que LinkedIn a l'habitude de poser des questions aux experts, hein, pour dire oui, je ne sais pas s'il vous a déjà posé ces questions-là, ah oui, vous êtes l'un des rares experts à participer à ça. Qu'est-ce que vous pensez du fatigue au boulot? Comment les gens peuvent faire pour ces maladies? Je pose beaucoup de questions comme ça. Et il posait la question sur comment éviter les distractions. Moi, je pense que pour un événementiel ou pour même un créa, les distractions sont bienvenues, sincèrement, pour moi. Parce que j'ai du mal, c'est pas que j'oublie comment on appelle ça, mais il y a des enfants troubles qui ont du mal à être focus. C'est pas que je souffre de ça, mais moi, par exemple, quand je travaille ou que je dois créer, mettre en place une stratégie ou un concept, moi, vraiment, ça part dans tous les sens. Je vais mettre un film, je vais écouter de la musique, je serai en train de parler avec quelqu'un, je suis en train de chatter. Et moi, c'est comme ça qu'est mon cerveau. Donc, mon cerveau ne va pas être en mode, ouais, je m'enferme dans une pièce et puis j'ai réfléchi. C'est pas comme ça, en fait. Parce que même la mouche qui passe, elle peut être source d'inspiration. Concept de Peruana. Donc, question d'avoir beaucoup des idées. Oui, voilà. Et je pense qu'il faut toujours se ressourcer, savoir ce qui nous plaît. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le cinéma. Quand je regarde, c'est pour analyser aussi ce qu'ils ont voulu mettre en avant, mais aussi les concepts. Généralement, dans des films, vous allez voir que les chefs d'entreprise, à une certaine entreprise, ont un certain concept. Il y a des très jolis concepts qu'on retrouve des fois dans les cinémas. Et je me dis, mais pourquoi eux-mêmes n'ont jamais mis ça en avant? Ce qui est un peu bizarre. Mais ouais, moi, je pense que distraction, c'est bienvenu. Et syndrome de la page blanche, si les gens en souffrent, il ne faut pas trop se prendre la tête. C'est la créativité. La créativité n'a pas besoin de beaucoup trop de concentration. Il faut des fois se laisser aller, parler avec les gens, même poser des questions. Moi, il m'arrive de faire des sondages. Donc, il faut se placer devant plusieurs tableaux pour que sa créativité soit toujours débordante. D'abord, identifier ce qui nous plaît et qui est souvent source de créativité pour nous. Comme moi, j'ai dit, moi, c'est beaucoup de choses. Je m'embrouille comme ça et tout, et puis les concepts viennent. Mais j'avoue aussi qu'être créatif, c'est quand même aussi un don, même si c'est guilty. Parce que moi, s'il y a une chose pour laquelle je peux vraiment m'inventer dans ma vie, c'est la créativité. Tu m'amènes n'importe quel concept, je te crée des trucs. Vraiment, hein? Là, voilà, je suis orgueilleuse. C'est vraiment le domaine de ma vie où je suis très sûre de moi.
J'ai toujours des idées débordantes, j'ai toujours une créativité incroyable. Je l'ai toujours eu en fait. Depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Mais après, bien sûr, il faut se discipliner parce que toutes les idées ne sont pas forcément à prendre ou à exécuter sur le champ. Et puis, il faut savoir aussi convaincre son client. Parce que tu peux avoir de très belles idées, mais le client n'est pas convaincu. C'est aussi ça le problème, c'est là aussi de transmettre. C'est pour ça que beaucoup de créateurs ne sont pas très forts dans le pitch et dans l'art de convaincre, dans l'éloquence. Généralement, des techniciens, ils te créent le truc et tout, mais vraiment te dire pourquoi il a mis A à la place de B, il ne sait pas te dire. Ouais. Il sourit. Ouais, il sourit seulement et ça t'énerve. Tu dis, mais moi j'ai envie de comprendre c'est quoi le B ici, ça veut dire quoi? Oh, tu vas comprendre, c'est moi, laisse-moi finir. Généralement, même avec mes graphistes, ils me disent ça. Non, madame Mira, laissez-moi finir, vous allez voir à la fin. Oh, moi je ne suis pas comme ça, moi je veux que tu me rassures. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est exactement ce que j'ai demandé. Alors, il me dit, ouais, laisse-moi, je vais faire et puis on va voir. Donc. C'est ma dernière question. Tu es dans l'événementiel depuis quelques années. Ici, précisément à Kinshasa, est-ce que se lancer dans l'événementiel est aussi amusant et lucratif? Amusant, pas trop. C'est amusant et en même temps pas trop. C'est amusant, c'est lucratif, c'est amusant et pas lucratif. J'explicite. C'est amusant quand tu gagnes un marché, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Là, tu sais que ta facture, elle est salée. Tu sais que tu auras la compte, tu auras peut-être les 30% en avance et tu as un contrat avec ton client. Que les choses aboutissent ou pas, toi, tu auras déjà ton avance, tu vois un peu. Ça peut garantir. Mais en même temps, ce n'est pas amusant parce que des fois, si tu as un client un peu compliqué, qui n'est pas satisfait, parce qu'il y a des clients compliqués. Hein. Moi, j'en ai eu qui déjà ne voulaient pas faire le contrat. J'ai rappelé maintes fois pour qu'on fasse les contrats, mais jusqu'à ce qu'on a rompu notre truc. Mais heureusement, j'étais forte, je savais me défendre. Et j'avais archivé toutes les dépenses que j'avais faites pour la compte qu'il avait donnée. Et j'avais toutes les traces des mails que j'avais envoyés. Et quand ils ont voulu que je les rembourse, ce qu'ils m'avaient déjà versé, je leur ai dit non. Regardez les travaux qu'on a fournis, tout ça, tout ça. Mais non, pas lucratif quand toi-même tu organises ton événement. Parce qu'il va falloir que tu investisses un peu de toi-même. Comme on dit, tu ne peux pas commencer un truc sans donner un peu de toi-même. Même si ce n'est pas financièrement, mais intelligence. Mettre en place un concept, réunir une équipe, le convaincre qu'ils seront payés peut-être à la fin ou qui seront jamais payés, qui seront bénévoles. Ça aussi, c'est tout un talent qu'il faut convaincre, voir comment est-ce qu'ils vont se mettre en avant, prendre le courage d'aller parler aux autres. C'est de l'énergie déjà que tu débourses. Et puis, mettre en place même des petits fonds comme ça. Quand tu te déplaces, c'est déjà les transports que tu dépenses, les unités, les mégabytes. Aussi, il y a les gens que tu dois payer. Donc là, forcément, ça ne revient pas comme tu voudrais. Mais la satisfaction qu'il y a, c'est... Par exemple, moi, aujourd'hui, quand je regarde Africa, quand je regarde les sites Internet, je me dis, ça, c'est un portfolio. Ça va m'attirer et ça m'attire d'autres projets. Ça m'attire d'autres... ça m'a donné de l'expérience. Ce qui fait que je sais gérer les équipes, je sais gérer un événement aussi grand, en 2 jours ou autant de jours que tu veux. Je sais mettre en place un projet, la communication, parce que les résultats sont là. Et ça peut être... Le lucre, ça peut être vraiment dans ce sens-là, vraiment de j'ai investi, je n'ai pas eu ces retours de fonds comme je voulais, mais ça me crée un portfolio. Et moi, je crois qu'il faut toujours savoir bien communiquer. Moi, je communique même, je peux communiquer sur mes ongles et dire voilà mes ongles. Avant, je n'aimais pas mettre des vernis, maintenant je mets. Et puis les gens m'écrivent, mais Mira, on a mis ce storytelling, viens travailler pour nous. Donc, moi, je me dis, même dans les choses les plus bêtes, on peut toujours trouver la possibilité d'en faire une potentielle opportunité ou trouver des collaborations. Ouais. Mira, merci. Avec toi, on vient de discuter sur le concept qui accroche en événementiel. On a abordé de manière ramassée et on aussi entré en profondeur sur ton expérience avec Africa Festival. Ce sera un plaisir de te recevoir la prochaine fois pour aborder encore d'autres sujets dépendamment de tes expertises qui concernent le domaine de la communication. C'est un plaisir et je serai ravi de te revoir une prochaine fois. À la prochaine. Peut-être qu'on parlera du storytelling. Certainement, c'est très intéressant. Le storytelling africain. Africain. Il faut le préciser. Exactement. Merci beaucoup, Mira. Merci, John.